À la une de l'actualité, procès des disparus du Novotel d'Abidjan, un témoin a accusé un colonel de la garde républicaine de lui avoir ordonné enfin de faire disparaître les corps. Devant le Parlement tunisien ce jeudi, le chef du gouvernement Youssef Chaïd a affirmé que la Tunisie est sur le bon chemin, même si sa situation économique reste délicate. Et puis sur décision du roi Mohamed VI, le premier ministre islamiste marocain Abdelila Ben-Kiran a été remercié après 5 mois de négociations infructueuses. Reprise des pourparlers de sortie de crise en République démocratique du Congo. Les évêques ont exhorté ce jeudi majorité et opposition à cesser leur marchandage et à travailler à l'application de l'accord de cogestion du pays et à l'organisation de la présidentielle. Après 1 mois et demi de suspension, ces discussions entre délégations de la majorité et de l'opposition sur l'application de l'accord conclu le 31 décembre 2016 ont finalement repris à Kinshasa. Ces pourparlers ont lieu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. L'accord de la Saint-Sylvestre vise à sortir la République démocratique du Congo de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabange au-delà du terme de son mandat, le 20 décembre 2016. Durant ces nouvelles discussions, les évêques comptent déceler toutes les manœuvres dilatoires visant à retarder l'application de l'accord et s'engagent à établir désormais les responsabilités de ceux qui seront à la base d'éventuels blocage, a averti Monseigneur Marcel Outombi. L'ensemble des 32 délégués des deux partis étaient présents et poursuivaient jeudi soir les discussions à huis clos sous la médiation de la CENCO qui a pris acte de la mise en place d'une nouvelle direction de l'opposition après le décès d'Étienne Tshisekedi Mulumba sans fixer d'échéance à la fin des travaux. Un témoin a accusé jeudi un colonel de la garde républicaine, accusé dans le procès de l'enlèvement et du meurtre de 4 personnes, dont 2 Français au Novotel d'Abidjan en 2011, de lui avoir ordonné de faire disparaître des corps. Adjé Bosso, alors militaire du rang au camp Gallieni, a déclaré à la barre avoir vu 4 corps, dont 2 blancs, dans un véhicule le 4 avril 2011 à 20h, environ 4 heures après l'éruption au Novotel d'Abidjan d'un commando armé qui en est reparti avec 4 personnes. Il dit avoir appris que c'est le colonel Aoukou Modi Léopold de la garde républicaine, un des principaux accusés, qui a envoyé le véhicule depuis la présidence. Adjé Bosso a également affirmé que le colonel lui avait demandé au téléphone de trouver des pelles en vue d'enterrer les corps, ce qu'il dit n'avoir pas fait, demandant au véhicule de repartir. Un des avocats de la défense, maître Rodrigue Dadje, a mis en doute ce témoignage, relevant que le soldat n'avait jamais fait mention de cet appel direct au colonel lors de 2 dépositions en mai 2011 et février 2012 devant la police judiciaire. Rappelons que l'audience reprendra le mardi 21 mars prochain. Relancer la coopération économique, tel est l'objectif poursuivi par le président gambien Adama Barrow en entamant une tournée européenne. Il était ce jeudi à Bruxelles où il a rencontré le président de la Commission européenne, du Conseil européen et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Pour financer des mesures d'aide immédiate, l'Union européenne a confirmé le déblocage de 115 millions d'euros. Une aide destinée aux populations vulnérables et à la réhabilitation des routes. Selon la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, le changement à la tête du pays a ouvert une nouvelle page dans les relations entre l'Union européenne et la Gambie, vu que la situation n'était pas au beau fixe, surtout après l'expulsion en juin 2015 de la représentante de l'Union européenne à Banjul. Les 2 parties ont également évoqué la politique migratoire et la nécessité de créer des emplois pour les jeunes en Gambie. Le partenariat étant donc officiellement relancé, des observateurs européens sont actuellement en Gambie en vue des prochaines élections législatives du 6 avril.
Devant le Parlement ce jeudi, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahid a affirmé que même si sa situation économique reste délicate, la Tunisie est sur le bon chemin. La situation reste difficile parce que la croissance est bloquée depuis 6 ans. Et malgré toutes les réussites qu'a réalisées notre pays sur les plans politiques et de la transition démocratique, il n'a pas réussi dans les objectifs socio-économiques de la révolution. La situation est difficile parce que nous avons toujours plus de 600 000 chômeurs et que la situation des finances publiques, malgré des améliorations, reste délicate et critique. Tout en dressant un état des lieux de l'action gouvernementale depuis son arrivée, Youssef Chahid dit notamment compter sur une reprise du tourisme cette année. Avec le retour de la production industrielle, la reprise du secteur touristique et si Dieu le veut de l'agriculture, nous pouvons réaliser un taux de croissance de 2,5% en 2017 contre moins de 1,3% les 5 ou 6 dernières années. Les prévisions de la croissance de la Banque mondiale pour la Tunisie sont de 3% pour 2017. Ce n'est pas suffisant, mais c'est le début du retour de la croissance. Et qui dit croissance, dit travail. À la tête d'un cabinet dit d'Union nationale depuis un peu plus de 6 mois, Youssef Chahid était venu demander aux députés la confiance pour 2 nouveaux membres du gouvernement suite à un récent remaniement. Youssef Chahid a également souligné l'importance d'adopter la loi d'urgence économique qui est censée permettre durant 3 ans des facilités administratives pour les projets nationaux prioritaires qui ont une grande capacité de recrutement, surtout dans l'intérieur du pays. Après 5 mois de négociations infructueuses, le Premier ministre islamiste marocain Abdelila Benkhirad a été remercié sur décision du roi Mohamed VI. À la tête du gouvernement depuis 2011, le secrétaire général du Parti Justice et Développement PJD avait été reconduit dans ses fonctions par le roi au lendemain du scrutin législatif du 7 octobre 2016, remporté par son parti. Mais cette fois, il n'est pas parvenu à former une coalition majoritaire malgré 5 mois d'intenses et interminables tractations. Abdelila Benkhirad avait proposé de reconduire la coalition sortante, une alliance hétéroclite de 4 formations rassemblant islamistes, libéraux et ex-communistes. Mais il a dû faire face à l'opposition de l'ex-ministre de l'Agriculture Aziz Akanouche, nouveau patron du Rassemblement national des indépendants RNI, qui exigeait l'entrée au gouvernement de 2 autres formations alliées et la mise à l'écart du parti de l'Istiklal. La relation entre les 2 hommes a vite tourné au bras de fer, plongeant le pays dans une situation d'impasse inédite. Benkhirad, qui a pris acte de la décision, a annoncé qu'il quitterait la direction du PJD dans les prochains mois. Selon la Constitution du Maroc, le roi doit désigner le nouveau chef du gouvernement au sein du PJD, parti arrivé en tête des législatives. En Libye, 2 importants groupes armés de la capitale ont désavoué ce jeudi un accord de trêve conclu sous l'égide du gouvernement d'Union nationale. Des combats ont de nouveau brièvement opposé des factions rivales. Cet accord avait été obtenu après 4 jours de combats ayant paralysé la capitale libyenne sous la coupe de dizaines de milices depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les groupes ayant dénoncé l'accord de trêve sont connus pourtant pour leur appui au GNA, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, ce qui renforce encore la confusion à Tripoli en proie à une insécurité chronique. L'accord a été signé par les ministères de la Défense et de l'Intérieur du GNA et les chefs de groupes armés de Tripoli et Misrata, ville de l'ouest libyen, d'où sont originaires plusieurs groupes armés présents dans la capitale. Des forces pro-GNA ont été chargées de sécuriser des secteurs qui étaient contrôlés par des groupes rivaux, toujours selon l'accord. Signe des fortes tensions persistantes, la plupart des commerces, toutes les écoles et les universités sont restées fermées ce jeudi. Peu de voitures circulaient dans les rues de la capitale.
La Fédération internationale de football association FIFA a suspendu ce jeudi la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football. Elle estime que le pouvoir politique a fait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars. La FIFA a été mise au courant des décisions du ministre des Sports qui dissolve le comité exécutif de la FEMAFOOT. Dans ces circonstances, le bureau du conseil a décidé de suspendre la FEMAFOOT avec effet immédiat, indique le communiqué. Par conséquent, la FEMAFOOT perd tous ses droits de membre. Cela signifie aussi qu'aucune des équipes représentatives et aucun des clubs affiliés de la FEMAFOOT ne sont désormais plus en droit de prendre part aux compétitions internationales. Cette décision indique également que la FEMAFOOT et ses membres ne peuvent plus bénéficier des programmes de développement de la FIFA ou de la CAF. La suspension ne sera levée que lorsque les décisions ministérielles auront été annulées et que le comité exécutif de la FEMAFOOT aura été réinstallé, conclut le communiqué. Le ministère des Sports du Mali avait justifié la dissolution du comité exécutif de la FEMAFOOT en raison de la persistance de la crise au sein du football. Enfants disparus au Mexique. Des recherches menées par des mères portent leurs fruits. Au moins 242 cadavres ont été découverts dans des fosses clandestines dans l'État mexicain de Veracruz. Les premières de ces fosses avaient été découvertes en août par le collectif El Solecito, un regroupement de familles de disparus. Depuis, 124 fosses clandestines ont été repérées au total et 242 crânes ont été ramenés à la surface. Une pareille mascarade aurait-elle pu être sans la complicité des autorités? C'est impossible que personne n'ait réalisé ce qui se passait ici, l'entrée et sortie de véhicules. Je ne vois pas comment ça aurait pu arriver autrement qu'avec la complicité des autorités. Nous avons fait un bon travail, je crois. Douloureux, oui. Violent, oui. Mais au bout du compte, nous pourrons ramener des gens chez eux. L'État de Veracruz est ahurissant actuellement en termes de disparition, d'enlèvement, d'insécurité, de violence, de braquage. Selon le registre national des personnes disparues ou enlevées, 722 personnes ont disparu dans cet État depuis 2010. Mais selon El Solecito, le nombre pourrait être beaucoup plus élevé, de nombreuses familles craignant de porter plainte. Et je n'oublie pas que je ne suis là qu'en tant que candidat. Voilà. Et donc j'attends maintenant le résultat. Je vais continuer à me battre dans les prochaines semaines. Mais j'ai vu beaucoup de convergences avec la chancelière, comme j'en ai vu ce midi avec le président Steinmeier. Et je vais dans quelques instants retrouver le ministre des Affaires étrangères, Gabriel. Nous avons parlé évidemment de la montée des extrêmes, de la FDIC et du Front National en France, de ce qui les nourrit et de comment les combattre. Et je crois que pour le combattre, il faut avoir un discours de vérité et d'exigence. C'est celui que j'essaie d'avoir en France. La volonté qui est la mienne, je crois partagée par la chancelière, c'est vraiment d'aller plus loin sur justement cette Europe plus intégrée, sur ces coopérations renforcées. J'ai aussi indiqué ma volonté de prendre des initiatives concrètes en matière de sécurité, de défense et de diplomatie sur les sujets où nous avons un intérêt commun. Et j'ai eu une interlocutrice qui parut très ouverte à justement un couple franco-allemand encore plus fort, en particulier à un moment où l'Europe traverse des étapes extrêmement importantes. Nous aurons dans les prochains mois à organiser le Brexit, mais nous aurons aussi dans le prochain mois à relever des défis communs.